Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. La situation sécuritaire du pays est chaotique, dénonce l'opposition. Les attaques et conflits intercommunautaires se multiplient dans le pays. Où en sommes-nous avec les réformes sécuritaires? À quoi faut-il s'attendre en 2019? Des réponses dans ce grand dialogue avec nos invités. Inspecteur général de police Ibrahima Diallo, commissaire à la réforme du secteur de la sécurité. Serge Daniel, journaliste et écrivain spécialiste des questions sécuritaires. Et professeur Mamadou Samaké, politologue. Je suis Mohamedou Touré. Chers invités, chers auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue. Le grand dialogue. La première question à vous, Général Ibrahima Diallo. Quelle analyse faites-vous de la situation sécuritaire du pays? L'opposition pense qu'elle est chaotique. Non, je pense qu'il ne faut pas exagérer. La situation sécuritaire n'est pas du tout chaotique. En certains endroits du pays, nous avons des problèmes sécuritaires qui sont réels. Auquel le gouvernement est attaché à y faire face. Et c'est particulièrement dans la région du centre que la situation est véritablement préoccupante. Et comme vous avez pu le constater en fin d'année et en ce début d'année, aussi bien les interventions du président de la République, son excellent Ibrahim Boubacar Keïta, que de son premier ministre, Soumaïla Maïga, tendent à aller vers la recherche de solutions pour faire face à cette situation difficile que vivent les populations de ce secteur. Et vous avez constaté que depuis son arrivée au gouvernement, le chef du gouvernement a fait de nombreux déplacements dans ce secteur-là. Non seulement pour rassurer les populations, mais également pour amener les forces de défense et de sécurité à prendre les dispositions adéquates pour faire face à la situation. Serge Daniel. Moi, je vais aller terre à terre. Moi, j'ai un gardien, comme je pense tout le monde ici. Et il m'arrive de bavarder avec lui parce qu'il assure ma sécurité. Il me dit, mais patron, écoutez, avant c'était le nord, maintenant c'est le centre. Est-ce que demain ça va être le sud? Donc, on peut dire que la situation est inquiétante, quand même. Dire que la situation est inquiétante, ce n'est pas faux que de le dire. Maintenant, pourquoi c'est inquiétant? Pourquoi le centre, ça s'est métastasé vers le centre? Ça, c'est autre chose. Mais d'entre deux jeux, moi, je dirais que la situation sécuritaire de manière globale est inquiétante sur le territoire malien. Professeur Samaké, est-ce que vous pensez que la situation est chaotique comme le dénonce l'opposition? Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que la situation est chaotique, mais je dirais qu'elle est préoccupante. Parce que hier, c'était le nord, aujourd'hui, c'est la zone de Ménaka qu'on oublie. Mais le dernier trimestre 2018 a vu beaucoup d'affrontements dans la zone de Ménaka. Pas plus tard que hier encore, il y a eu des morts. Au centre, la situation semble s'embraser. Et tout près à côté, dans la zone de Banamba, on vient de l'entendre, beaucoup d'écoles restent encore fermées par la faute des djihadistes. Maintenant, est-ce que le gouvernement est en train de faire face? Je dirais que oui. Mais quand vous faites une analyse de l'évolution de la situation, pensez-vous que la situation sécuritaire est devenue plus compliquée qu'en 2012, par exemple? Ah oui, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en 2012, c'était seulement le nord. Aujourd'hui, c'est le centre et Banamba, c'est à moins de 200 km de Bamako. Donc, c'est dire que c'est préoccupant. Alors pourquoi ça devient plus compliqué, comme vous venez de le dire, malgré les efforts que vous soulignez des autorités aussi? Bon, ça devient plus préoccupant parce que les groupes d'autodéfense se sont multipliés. Sous l'autorité de qui? Bon, si on savait sous l'autorité de qui, ce serait facile, comment dirais-je, de faire face. Nous sommes face à une situation asymétrique où, d'une part, il y a les bandits armés, il y a les populations face à la faiblesse de l'État à assurer toute leur sécurité, la sécurité de leurs biens et de leurs personnes, qui sont organisés en groupe d'autodéfense.
face à une telle situation, je crois qu'il faut aller vers un désarmement général. Nous allons y revenir. Serge, professeur Samaké dit ne pas savoir sous quelle autorité les groupes d'autodéfense se sont multipliés. Vous le saviez-vous? Moi, je ne sais pas, parce que je ne sais pas lire dans la mare à café. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas trois choses dans un État. C'est-à-dire que ceux qui sont là, par exemple, bon, il est militaire, paramilitaire, il peut détenir une arme. Mais si Samaké, vous et moi, nous détenons une arme en sortant d'ici, on nous arrête. Celui qui est autorisé à détenir l'arme, c'est l'armée. C'est-à-dire qu'il faut être sur des forces régulières ou bien vous avez un permis de port d'armes. Vous parlez de désarmement tout à l'heure. La question est évidente, il faut désarmer les gens. Mais qui tue qui ? Peut-être que si on trouve la réponse à cette question, on va savoir qu'il faut désarmer. Ce que je sais, parce que je suis allé de nombreuses fois au centre il n'y a pas longtemps, il y a des gens qui sont au centre, qui sont armés, qui n'ont pas le droit d'être armés. Il faut les désarmer. J'ai entendu le Premier ministre dire qu'on donne jusqu'au mois de janvier pour désarmer les gens par les forces. On n'a pas à donner au mois de janvier, on n'a pas à mettre jusqu'au mois de janvier pour désarmer par la force des gens qui sont armés, qui n'ont pas le droit d'être armés. Et ça, c'est le rôle de l'État. Ce que je veux dire aussi, qui est armé, qui n'est pas armé, c'est vrai qu'actuellement, mon point de vue, c'est que si vous voyez l'organigramme, le mode de fonctionnement des forces de défense et de sécurité, c'est valable pour le Mali, c'est valable à mon avis pour le Burkina, j'y étais il n'y a pas longtemps, donc des questions transversales qui méritent des réponses transversales. On ne peut plus assurer la sécurité de nos populations avec l'archétype de nos forces de défense et de sécurité. Mais est-ce qu'il faut sous-traiter nos sécurités, notre sécurité? Je pense que c'est une grave erreur de vouloir sous-traiter la sécurité. Le Premier ministre l'a dit quand il est arrivé. Il a dit il y a des gens qui ont des armes qui n'ont pas le droit de les avoir. Je vais désarmer tout le monde. Mais depuis, on ne voit pas de manière claire le processus de désarmement s'opérer dans le centre du pays. Inspecteur général Ibrahima Diallo, qui est responsable de cette situation sécuritaire préoccupante signalée par Serge et professeur Samaké? Bien, dire exactement qui est responsable, c'est difficile de répondre directement à cette question. Je crois qu'il faut analyser la situation peut-être sous deux angles. Le premier, c'est l'implantation des groupes terroristes, parce que moi je préfère parler de terroristes plutôt que de djihadistes. Moi je les appelle les groupes terroristes. L'implantation de ces groupes terroristes-là dans certaines parties de notre pays a contribué à aggraver la situation sécuritaire. Maintenant, les différentes actions qui ont été menées, aussi bien par les forces nationales que par les forces nationales et les forces internationales, ont contribué à les déstabiliser. Et donc, ils profitent maintenant de cette déstabilisation pour envenimer les situations de conflits intercommunautaires qui existent. Ces conflits ont toujours existé dans notre pays. Conflits entre éleveurs et agriculteurs, conflits entre voisins, etc. Ça a toujours existé. Mais ça a toujours été tranché soit au niveau de l'administration, soit au niveau des autorités traditionnelles. Et un des problèmes, c'est que ces derniers temps, on a remarqué l'absence de l'administration dans ces différents secteurs-là, notamment dans le centre. Et donc, il est indispensable que des dispositions soient prises, et le Premier ministre l'a dit, que des actions sont en cours pour ça, et on peut le confirmer avec l'existence du plan qui se trouve au niveau du ministère de la Sécurité, le programme de sécurisation intégrée du centre, qui est destiné à contribuer non seulement à faire retourner l'administration, mais à faire en sorte que la sécurité soit à ce niveau. Donc je pense que c'est la déstabilisation de ces groupes-là qui fait qu'ils sont en train d'instrumentaliser les conflits intercommunautaires. Et comme l'a dit Serge tout à l'heure, le conflit auquel nous sommes confrontés n'est plus un conflit classique, c'est un conflit asymétrique. Des ennemis, je vais les appeler comme ça, auxquels nous étions confrontés sur des véhicules, se retrouvent maintenant soit à pied, soit sur des motos. Donc il est indispensable de revoir le système de défense face à cette nouvelle situation. Justement, les mesures annoncées et prises ont-elles servi à quelque chose? Les mesures ont certes servi à quelque chose, parce que vous avez constaté qu'on avait, notamment dans le secteur de Mopti jusqu'à Douanza, beaucoup d'actions de mines qui étaient posées sur le terrain. Et ces différentes actions ont contribué à essayer de diminuer
ces différentes actions. Ensuite, si vous prenez le secteur de Massina, Kolongo, etc., là aussi, les actions qui ont été prises par les forces de sécurité, appuyées par les forces de défense, je pense, ont contribué à ramener un peu de calme dans ce secteur. Maintenant, en ce qui concerne les groupes qui sont armés, qui n'ont pas le droit d'être armés, il faudrait bien qu'on y fasse face. Et le Premier ministre l'a dit. Je pense, Serge, que le délai de fin janvier qui est donné n'est pas de trop. Parce qu'on est quand même face à des gens qui ont eu le temps de s'organiser et de se poser comme acteurs incontournables. Et il faut y mettre fin. Et le Premier ministre l'a dit qu'on va y mettre fin. Je pense qu'aucune autorité n'a demandé à ses forces subalternes d'assurer la sécurité du pays à la place des forces de défense et de sécurité. Il y a eu un moment de flottement où chacun dans son secteur s'est adressé aux défenseurs traditionnels que sont les chasseurs pour leur demander de sécuriser leurs différents secteurs. Et la présence de ces groupes de chasseurs, des groupes d'autodéfense, des groupes de vigilance, etc., ont contribué à envenimer la situation. Et au lieu que ce soit pour assurer la sécurité des populations, c'est devenu maintenant pour agresser les populations. Dans ces secteurs, les personnes qu'ils sont même censés protéger sont devenues finalement leurs victimes. Ils ont constitué des camps, ils prélèvent des taxes sur les populations. Donc ce n'est plus la mission traditionnelle qui leur était connue. C'est pourquoi le Premier ministre. Et c'est là au vu et au su des autorités du pays. Non, pas au vu et au su des autorités. Vous savez, c'est pourquoi j'ai dit que le Premier ministre a donné jusqu'au 30 janvier pour que ces groupes-là soient désarmés. C'est actuellement dans le... Est-ce que vous pensez que ces groupes-là vont être désarmés avant cette date? Parce que ce n'est pas la première date annoncée. Tout à fait. Vous savez, le problème, c'est qu'il faut toujours aller d'abord par la conciliation. Aujourd'hui, il y a des volontaires qui ont déposé. Le Premier ministre a annoncé, lors de l'interpellation à l'Assemblée nationale, qu'un certain nombre de personnes ont volontairement déposé leurs armes. Se sont inscrites sur les listes qui ont été distribuées par la Commission nationale DDR. Et nous pensons que d'ici la fin du mois, ce nombre va augmenter. Au-delà de la limite donnée par le Premier ministre, je suis convaincu que les autorités prendront les dispositions pour que le désarmement soit effectif, de gré ou de force. Parce qu'on est obligé d'y aller. Ces dates sont tenables. Il faut faire attention à ceux qui désarment actuellement. Parce que ça m'inquiète. Dans le passé, on a vu que les gens ont désarmé. Ce sont des gens qui fuyaient le chômage qui ont désarmé. Parce qu'ils se sont rendus compte que si je dépose une arme, je suis engagé. Donc ils vont acheter une arme même à 100 000 francs CFA. Je parle sous ton contrôle. Et ils remettent les armes pour pouvoir intégrer au sein de l'armée. Donc c'est bien. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont désarmé. Plusieurs centaines. Ça, je l'ai appris. Mais il faut être sûr que ce sont les bons qui ont désarmé. L'autre chose que je voulais dire, c'est vrai, vous avez raison, des choses ont été faites. On ne peut pas dire que des choses n'ont pas été faites. Moi, j'ai couvert au moins 4 missions du Premier ministre au centre. Des choses ont été faites. Il y a eu réouverture des écoles, par exemple. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et réouverture des écoles, sécurisation de ces écoles, je touche du bois. Depuis, on n'a pas entendu parler d'écoles braquées. Mais je parle d'un point de vue global. Vous savez, on sait ce qui se passe au centre aujourd'hui. Il y a des gens qui sont armés, qui n'ont pas le droit de détenir les armes, qui louent vous voyez ça sur des images WhatsAppées, par exemple, vous voyez des gens qui, en pleine ville, intramuros, à 50 km de Mopti, qui rentrent dans une voiture, dans un véhicule armé. Où est-ce qu'ils vont? Certains estiment qu'ils vont attaquer des peuls, je ne suis pas sûr, puisque je n'ai pas vu. Est-ce que vous voyez? Mais ce n'est pas normal, et je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes 4 ici, c'est peut-être seulement le général qui a le droit de détenir une arme. Nous n'avons pas le droit de détenir une arme. Pourquoi, sur le territoire national, des gens se promènent en pleine ville avec des armes alors qu'ils n'ont pas le droit de détenir ces armes-là? C'est le rôle de l'État de les désarmer et non de dire nous vous donnons un mois pour désarmer. Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que je dis qu'il y a une urgence. Face au terrorisme, on n'a pas à négocier avec eux sur le plan de la lutte. Ils utilisent la guerre asymétrique, on va utiliser la guerre asymétrique. Ils utilisent des motos, on va utiliser des motos. De l'autre côté, c'est vrai que ceux qui tournent autour de cette sphère djihadiste que vous appelez terroristes, si on peut essayer de les démobiliser pour les déradicaliser, on peut le faire. Mais il ne faut jamais négocier, de mon point de vue, en position de faiblesse. Plus on va taper là-dessus, plus les plus faibles et les plus réceptifs vont accepter de quitter ces groupes pour déposer les armes.
Je vous donne la parole tout de suite. Pourquoi l'État négocie-t-il? Non, l'État ne négocie pas. L'État ne négocie pas avec les terroristes. Et comme je l'ai dit, l'État est en train d'aller par étapes. Comme vous le savez, nous sommes déjà engagés dans un processus de DDR classique avec les mouvements armés. Et ce DDR a commencé à Mopti, avec, à Gao, Tombouctou et Kidal, avec les MOC. À l'issue, c'est le DDR de l'ensemble des mouvements qui sera engagé. Maintenant, en ce qui concerne la zone du centre, il ne s'agit pas là-bas de faire face à des gens qui sont engagés dans un mouvement reconnu comme tel. Ce sont des groupuscules qui se sont formés et que l'État cherche à gérer. Qui seraient utilisés par des terroristes, vous l'avez dit. Non, instrumentalisés. Instrumentalisés. Parce que quand on vient... Dès qu'ils sont instrumentalisés par des groupes terroristes, quand on vient par exemple dans un village, disons Peul, et que des inconnus viennent tuer 4, 5, 10 personnes dans un village Peul, et que ça trouve qu'un groupe est armé dans ce secteur-là, il va chercher à venger. C'est ce que l'État veut chercher à arrêter. Il faut qu'on arrête cette violence qui est en train de s'installer progressivement. Et l'État va y parvenir avec ce que j'ai dit, avec le processus qui est engagé de désarmement volontaire jusqu'à la fin du mois. Au-delà de la fin du mois, comme le Premier ministre l'a dit, je suis convaincu que des dispositions seront prises pour que force reste à l'État. Comme Serge l'a dit, la légalité de la force appartient à l'État. D'accord. Et donc, il faut qu'on en revienne à cela. Professeur Samaké, ces nouvelles dates annoncées, est-ce qu'elles vous rassurent? Bon, tant que je n'aurai pas vu d'action concrète tangible, je ne suis pas rassuré parce que ce n'est pas la première fois qu'on donne des dates. C'est vrai qu'on a annoncé l'envoi d'un bataillon dans la région du centre, mais encore que ce bataillon soit véritablement opérationnel. Parce que depuis 2012, nous sommes dans cette guerre asymétrique de lutte contre le terrorisme. Normalement, de 2012 à maintenant, ça fait à peu près 6 ans. Notre stratégie de défense aussi devait se réadapter à cette nouvelle donne en ayant un bataillon carrément dédié à la lutte contre le terrorisme avec des moyens conséquents. Lors de la célébration de la fête de l'indépendance, le président a dit 22% du budget national pour la défense, ce qui équivaut à peu près à 450 milliards. Si ces 450 milliards sont judicieusement utilisés pour mieux équiper ce bataillon qui va être dans le centre, en lui donnant les moyens de mobilité, je crois que beaucoup de bandits seront éradiqués. Parce que je ne pense pas que les conflits intercommunautaires qui ont toujours existé, comme le général l'a dit, je connais un peu la zone de Badiangara, Bankas, Koro, Dungani. Vous allez dans un village comme Djankabou, il n'y a que 2 quartiers, un quartier Peul, un quartier Dogon, des gens qui ont cohabité pendant des millénaires. Je ne pense pas qu'il y ait eu une situation extraordinaire pour venir rompre les liens de mariage, les liens séculaires qui ont existé entre ces différentes communautés. Bon, peut-être que le changement climatique a amené un certain déséquilibre naturel, parce que la nature elle-même avait fait en sorte que la terre, pendant la saison hivernale, appartenait aux Dogon et au Bamana. Mais une fois l'hivernage fini, à cause du bourgou, la terre appartenait, comment dirais-je, aux pasteurs, c'est-à-dire aux éleveurs. Bon, aujourd'hui, avec le changement climatique qui a amené une certaine dégradation des sols, il va falloir revoir un peu la politique agricole à ce niveau pour pouvoir renforcer. Donc une situation complexe avec le dérèglement climatique qui s'y ajoute. Et pour y faire face, des réformes sécuritaires. Où en sommes-nous avec ces réformes générales? Je voudrais tout d'abord rebondir sur ce que le professeur vient de dire. Parce qu'il ne faut pas que nous oublions d'où nous venons. Nous venons d'une situation
où nos forces de défense et de sécurité étaient confrontées à d'énormes difficultés, aussi bien matérielles qu'humaines. Et à la date d'aujourd'hui, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, notamment par la mise à disposition de vecteurs aériens, par la mise à disposition de véhicules et de motos qui permettent la mobilité des troupes, et récemment encore par la mise à disposition d'engins blindés qui permettent aux éléments de se déplacer sur les routes sans craindre les fameuses mines qui font des dégâts. Donc je pense qu'avec ces actions, ça contribue à renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité pour faire face à l'insécurité que nous connaissons dans ce secteur. Maintenant, vous parlez des réformes qui sont envisagées. La plus grande réforme, c'est la réforme du secteur de la sécurité. Cette réforme du secteur de la sécurité, dans laquelle le président a engagé le pays depuis 2013, est en train de connaître son aboutissement, si j'ose dire. Parce qu'une stratégie nationale a été adoptée depuis juillet dernier. Et actuellement, le plan d'action pour la mise en œuvre de cette stratégie d'action est pratiquement en phase de finalisation. Et comment expliquez-vous cela depuis 2013 jusqu'en 2019 et c'est maintenant que ce processus commence à aboutir? Le processus de réforme du secteur de la sécurité est un processus qui est lent et qui prend du temps. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de réformes dans le secteur. Et quelles sont les réformes? Il y a eu des réformes, notamment au niveau, si vous prenez par exemple le secteur de l'armée. Parce que une des pièces maîtresses des forces armées, c'est le vecteur humain, les ressources humaines. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour assurer le recrutement, pour assurer la formation, notamment à travers nos partenaires de EITM, et pour assurer la mise en place d'une structure adéquate à faire face aux problèmes que nous sommes confrontés. Vous avez tous entendu sur les antennes la création des fameux GETIA, des groupements tactiques interarmes, qui sont des bataillons qui sont créés et qui sont formés avec le concours de EITM et qui sont déversés sur le terrain. Ça, c'est au niveau de l'armée. Au niveau des forces de sécurité, vous avez suivi également l'adoption de textes, notamment sur le statut de la police, le statut de la protection civile, etc. Des mesures qui sont destinées à renforcer les conditions de travail et de vie des éléments. Ça, c'est la première raison essentielle pour assurer la quiétude des forces. Ensuite, quand vous prenez également au niveau des forces armées toujours, vous constaterez qu'il n'y a pas longtemps d'ailleurs, une nouvelle loi a été adoptée pour réorganiser l'armée de terre. Faire en sorte que l'organisation actuelle de l'armée de terre soit revue afin qu'elle soit conforme aux besoins sécuritaires que nous avons sur le terrain. Et donc ça, ce sont des réformes. Tout cela rentre dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité et qui seront renforcées maintenant par l'élaboration d'un plan d'action de la stratégie nationale. Il y a une question d'un internaute, Badia Al-Badia, sur notre page Facebook. L'armée malienne est-elle capable de faire face aux défis sécuritaires aujourd'hui sans l'aide des partenaires? Oui, vous savez, c'est une grande question. L'armée nationale a vocation à faire face aux défis sécuritaires auxquels nous sommes confrontés. Mais comme je l'ai dit, nous venons de loin et nous avons eu besoin, à un moment donné, de la présence des forces étrangères pour nous assister. Aujourd'hui, ces forces sont là, elles sont en train de nous appuyer, mais il faut noter que ces forces, même malgré leur présence, elles travaillent toujours en collaboration avec nos forces armées de sécurité. Même la dernière opération... Mais si ces forces-là quittent le Mali, est-ce que l'armée malienne seule pourra... Si les forces-là quittent le Mali, l'armée malienne est en mesure de faire face à la défense du territoire national. Le pensez-vous, Serge Daniel? Je ne suis pas spécialiste des questions de défense. Mais je pense que le Mali a encore besoin des forces étrangères. Parce qu'avec la présence il y a quoi, 13 000 hommes pour Barkhane, pour les casques bleus, Barkhane 2 000, 3 000 même, le G5 on parle de 4 000. Malgré la présence de toutes ces forces sur le territoire national, nous avons des problèmes de sécurité. Je ne pense pas, en ce qui me concerne sans être militaire, que si ces forces quittent le territoire national aujourd'hui, que nous pouvons assurer seuls notre sécurité. Je ne le pense pas. En revanche... Sans interrompre, Serge, je n'ai pas dit que nous demandons le départ des forces. Je ne l'ai pas dit non plus. Non, je ne sais pas ce que je ne dis pas que vous l'avez dit. Oui. Mais si d'aventure,
il arrivait que ces forces étrangères quittent notre pays, je suis convaincu que nos forces nationales feront tout pour assurer la sécurité de notre pays. Mais tant qu'elles sont présentes, elles sont utiles pour nous aider à assurer la sécurité. Mais un jour viendra où nécessairement il faut que ces forces partent. Un jour, mais aujourd'hui? Un jour viendra. Aujourd'hui, nous avons besoin de leur participation et de leur assistance. Ça, c'est une réalité. Donc on dit la même chose. Donc ce que moi je souhaitais, c'était une meilleure coordination de toutes les forces sur le terrain. Moi qui m'intéresse à ces questions sans être un militaire, je trouve qu'avec plus de 13 000 hommes, je n'ai pas le chiffre exact de la MINUSMA, vous pouvez me le dire, plus de 13 000 hommes, Barkhane 2 000, 3 000, 12 000, on a plus de 20 000 hommes sur le territoire malien. Je trouve qu'il n'y a pas, la coordination commence, mais on n'a pas atteint ce que j'appellerais une vitesse de croisière en matière de coopération, de coordination des actions sur le terrain entre l'armée malienne, Barkhane, la MINUSMA et le G5. À vous, professeur. Est-ce que vous pensez que l'armée seule est capable aujourd'hui d'assurer la sécurité des Maliens? Non, je ne pense pas qu'à la date d'aujourd'hui, l'armée à elle seule soit capable. C'est sa vocation naturelle, mais aujourd'hui, au regard de l'ampleur des défis sécuritaires, je ne pense pas que l'armée malienne puisse à elle seule assurer la sécurité de notre territoire. Vous savez, comme l'a dit le général, on revient de loin. L'outil de défense s'est dégradé au vu et au su de tout le monde. Mais dans ce cas, à quoi est-ce que les réformes sécuritaires ont servi si l'armée aujourd'hui, après 7 ans, n'arrive pas à elle seule à sécuriser le pays? Bon, les réformes sécuritaires sont progressives. On a dit qu'en termes de moyens humains, il y a eu beaucoup de recrutement. Je crois savoir que même dans le budget 2019, il y a des recrutements qui sont encore prévus, tant au niveau de la police, la gendarmerie, qu'au niveau de l'armée, pour pouvoir renforcer en tout cas le nombre de combattants et avec la formation, à essayer de les adapter, si vous voulez, à cette nouvelle guerre asymétrique. Mais comme l'a dit cher Daniel, il faut vraiment une très grande coordination entre nos forces de défense et de sécurité et les forces amies qui viennent nous accompagner dans cette lutte, notamment Barkhane, la MINUSMA, les forces de défense et de sécurité et les troupes du G5 Sahel. Parce qu'on en fait trop. Il y a le G5 Sahel d'une part, et même au niveau du Liptobo Gourma, je crois savoir qu'il y a aussi un plan de défense. Je crois que tout ceci doit être harmonisé. Et je ne pense pas que le G5 puisse réussir si on ne fait pas un clin d'œil au Nigeria. D'accord. J'ai jeté un coup d'œil sur le document, si je peux me permettre, pour être honnête. La nouvelle stratégie de défense du Mali, etc. C'est vraiment quelque chose de bien conçu, je pense. Mais peut-être qu'il y a une faiblesse, mon général, si je peux me permettre de parler. Je disais tout à l'heure que les problèmes étaient des problèmes transversaux, qu'il fallait des solutions transversales. Je pense qu'on ne peut pas, Samake aujourd'hui, mettre sur pied une stratégie de défense dans un pays du Sahel sans tenir compte de son voisin. Je vais vous dire, avant de rompre ses relations diplomatiques avec Taïwan, le Burkina a reçu 2 hélicoptères de Taïwan. Ça faisait 4 milliards. Et un an après, le Mali a les mêmes hélicoptères. Peut-être que c'est un peu juste. Je ne sais pas si vous voyez, puisque c'est une stratégie plutôt globale qu'il faut pour sortir, parce que le matin, les terroristes sont ici, 1000 km plus loin, c'est le Burkina, 1000 km plus loin, c'est le Niger. Peut-être qu'au moment où le Burkina achète des hélicoptères, peut-être que le Mali devrait acheter autre chose. Donc, se dire que désormais, les hélicoptères du Burkina appartiennent à la sous-région. Si je peux me permettre, parce que j'ai lu le document, je n'ai pas vu de manière affinée cette stratégie globale de défense du Sahel où on implique les autres pays. Non, je suis d'accord avec vous que les problèmes sécuritaires auxquels nous sommes confrontés ne sont plus des problèmes nationaux. C'est des problèmes qui concernent l'ensemble de la sous-région. Et la perspective que nous avons, c'est de faire en sorte que les moyens de tous les pays concernés soient convergents pour lutter contre le phénomène. Mais je réaffirme
que, quelle que soit la volonté de collaboration, de coordination, tant que les forces nationales elles-mêmes ne sont pas en mesure de faire un minimum, on peut, comme l'a dit le président une fois, on ne peut pas mettre ensemble des forces qui sont faibles, on n'aboutira pas à quelque chose de conséquent. Il n'a pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça, M. Touré. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que... Pourquoi vous le dites? Pourquoi l'armée malienne n'arrive-t-elle pas à faire le minimum? Qu'est-ce que vous avez le minimum, M. Touré? C'est vous qui l'avez dit tout de suite. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que pour mettre ensemble des forces d'une sous-région, il faut que ces forces-là aussi soient capables de s'assumer correctement et d'assumer la mission qui est la leur. Est-ce qu'elle arrive à le faire? Aujourd'hui, vous savez quand même qu'aujourd'hui, l'armée nationale est en train de faire face à des situations beaucoup plus complexes qu'il y a quelques années. Alors, quelles sont les limites de cette coordination entre les forces? Non, les limites de la coordination, je ne peux pas dire qu'il y a une limite entre la coordination, parce que la coordination dont on parle là, elle existait même avant que nous soyons dans cette situation. Hein. Si vous prenez le Mali et le Sénégal, le Mali et la Mauritanie, le Mali et le Burkina, le Mali et le Niger, il y a toujours eu cette coordination entre les forces au niveau des frontières. Il y a eu des patrouilles conjointes, il y a des rencontres périodiques au niveau des régions pour discuter des questions de sécurité et voir quelle stratégie adopter pour y faire face. Alors, mais cela ne devrait pas empêcher le renforcement des capacités au niveau national pour que ces capacités renforcées-là soient mises en commun pour lutter contre le phénomène auquel nous sommes confrontés. Voilà, toujours sur Facebook, il y a Moussa Ousseini Maïga qui vous demande où en sommes-nous avec la loi de programmation militaire votée par l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle est suffisante pour réformer l'armée? La loi de programmation militaire, elle a été adoptée pour faire face à une situation d'urgence et elle est actuellement en cours d'exécution. Et je tiens à le dire que cette loi de programmation, elle est exécutée sur le budget national. Vous voyez? Et ça, c'est extrêmement important parce que la défense nationale est une mission régalienne. C'est pourquoi cette loi de programmation, aussi bien que la loi de programmation de sécurité intérieure, elles sont toutes deux sur le budget national. Et actuellement, elles sont en cours. La loi de la LOPM, elle arrive à expiration cette année, en 2019, et déjà, les réflexions sont en cours pour le renouvellement de cette loi afin de continuer à renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité. Mais leur programmation militaire n'a pas vocation à être étalée sur la place publique quand même. On ne peut pas donner dans la presse le contenu d'une loi de programmation militaire. Parce que, quoi qu'il en soit, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le secret de défense ne doit pas exister, et je ne suis pas d'accord. Il y a quand même des aspects de défense qui doivent rester secrets. Donc, la loi de programmation militaire n'a pas vocation à être une revue qu'on met à la disposition du tout venant. Et il faut un débat national sur notre sécurité nationale, Samaké. De mon point de vue, loi de programmation, oui. Secret défense, oui. Je suis parfaitement d'accord avec vous, j'aimerais bien le relever, que si vous prenez la situation au centre, il y a un système du billard à trois bandes. C'est-à-dire vous avez des gens qui posent des actes pour opposer les communautés. Pour opposer, c'est exactement comme le cas d'Aguelok, à l'époque où on a assassiné des militaires maliens à Aguelok, mais on savait pertinemment qu'il allait y avoir des répercussions au sud. Mon point de vue est le suivant. Nous avons une crise politique au Mali. Une crise post-électorale, pas comme on a connu dans d'autres pays. Ce qui serait cette sentence sur un SMIC politique, un SMIC sécuritaire. C'est-à-dire que si quelqu'un d'autre est à la place de IBK aujourd'hui, il ne peut pas faire autre chose que ça, que ça, que ça. Si on s'entend sur ce SMIC-là, je pense que les choses vont être plus dédramatisées. Parce qu'on dramatise aussi les choses. Parce qu'on dit le rôle de l'État, et c'est vrai, le rôle de l'État, moi je paye les impôts, il faut que l'État assure ma sécurité. Je pense que c'est lié à la crise sécuritaire, à la crise politique, et qu'il faut sortir de ce serpent électoral. Nous avons 4 élections cette année, le référendum, les sénatoriales. Vous avez dit quelque chose. Si quelqu'un d'autre est à la place de IBK, faut-il quelqu'un d'autre à la place de IBK? Je n'ai pas dit ça. Je dis si quelqu'un d'autre était à la place d'IBK, il y a des choses qu'il ne pourrait pas faire mieux.
sans l'union sacrée des populations, des partis politiques, de la société civile. Nous sommes à Bamako, nous savons ce qui se passe, ce qui se dit dans le monde des religieux, dans le monde politique, etc. Donc je pense qu'il faut cette union sacrée sur le minimum, sur ce qui réunit tout le monde, c'est-à-dire le Mali. Peut-être que ça va dédramatiser les choses et peut-être aussi que ça va faire avancer les choses. Je pense, avec votre permission. Oui, allez-y, et tout de suite, je donnerai la parole. Oui, je pense que ce que dit Serge là est pertinent. Je ne parle pas du volet politique, ce n'est pas de mon ressort. Mais le volet sécuritaire, le président a déjà vu cette question. Lors de sa visite à Mopti, il a dit qu'il va organiser dans la région de Mopti une grande rencontre de l'ensemble des partenaires, de l'ensemble des communautés concernées, de l'ensemble des techniciens pour discuter de cette question et voir dans quelle solution on peut envisager. Donc ce ne sont pas des aspects qui sont oubliés du pouvoir. Et d'ailleurs, le débat sur les questions de sécurité au Mali ont commencé depuis 2005. En 2005, il y a eu les états généraux de la sécurité qui ont eu lieu et qui ont abouti à la mise en place d'un programme à l'époque qu'on appelait le programme de gestion de la gouvernance et de la paix. Donc, ce n'est pas maintenant... Inspecteur général, ce n'est pas les mesures et les annonces qui font défaut, mais qu'est-ce que ces mesures et annonces ont changé dans la situation? Quand vous dites par exemple que le Premier ministre a été au centre pour rassurer les populations, est-ce que les populations du centre aujourd'hui sont rassurées? Non, il a été au centre non seulement pour rassurer, mais pour donner des instructions pour que des mesures concrètes soient prises. Serge l'a dit tout à l'heure. Est-ce que ces mesures ont changé quelque chose? Des écoles étaient fermées et aujourd'hui ces écoles sont ouvertes. Mais il y a plus de 800 écoles qui restent fermées selon OCHA. Je n'en disconviens pas. Mais comprenez quand même que des actions sont en cours et des actions seront menées pour mettre un terme à cette situation d'insécurité que nous vivons. Quand? Dans les meilleurs délais. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les populations sont rassurées au niveau du centre du pays, professeur? Bon, progressivement, ils commencent à être rassurés, mais à 100%, ils ne sont pas rassurés parce que tous les jours que Dieu fait, on entend qu'il y a eu des attaques par-ci, il y a eu des attaques par-là. Donc, dans cette situation, sans une présence effective des forces de défense et de sécurité et de l'administration, il est difficile de pouvoir rassurer pleinement les populations. Et beaucoup de choses se passent aussi dans cette zone. On ne s'est jamais posé la question qui finance ou qui arme les groupes d'autodéfense. Souvent, c'est les communautés même à Bamako. Face à la défaillance de l'État. Vous dites que c'est les communautés à Bamako qui arment? Souvent. Vous en êtes sûr? J'ai des preuves. Lesquelles? Je vis quand même en bonne intelligence avec des gens. Je ne nommerai pas de personnes. Pensez-vous que les forces de défense et de sécurité sont au courant de ces informations que vous donnez? Bon, en principe, parce que les forces de défense êtes-vous au courant de sécurité... de ces informations, inspecteur général? Vous savez, moi je ne suis pas dans l'opérationnel, mais je suis convaincu que si de telles actions sont sues, des actions seront prises à l'encontre de ces gens. Il y a eu des opérations de ce genre. Je me rappelle à l'est de Bamako, où on a interpellé quelqu'un effectivement qui était venu, qui avait acheté beaucoup d'armes et qui s'apprêtait à les amener là-bas. Et les forces de sécurité ont pu mettre la main sur cet individu avec l'arsenal qu'il avait acheté. Mais comment les armes peuvent circuler aussi librement dans le pays? Nous sommes dans une zone où la circulation des armes n'a pas commencé aujourd'hui. Rappelez-vous, depuis les moments du Polisario. Depuis les moments du Polisario, les armes avaient commencé à circuler dans notre secteur. Et qu'est-ce que l'armée faisait depuis? Non, c'est pas forcément l'armée qui doit les forces de défense de sécurité. Les forces de défense de sécurité luttent contre ça. Et rappelez-vous, à ce sujet d'ailleurs, le président Alpha avait en son temps suggéré, et ça a été fait, la mise en place d'un système de lutte contre les armes légères et de petit calibre. Et des commissions ont été mises en place dans toute la région de la CEDEAO. Aujourd'hui, la commission nationale, elle est sous l'autorité du ministre de la Sécurité avec un secrétariat permanent qui s'occupe de ces questions. Ce sont des questions difficiles, à gérer. Et sachez que la sécurité totale n'existe nulle part.
Elle n'existe nulle part. Nous sommes confrontés aujourd'hui à des situations véritablement dramatiques auxquelles il faut y mettre un terme. Mais dans tous les pays du monde, il y a des questions sécuritaires qui ne sont pas forcément gérées par les autorités parce que la façon de les appréhender même devient compliquée au regard de la situation sociale. D'accord, inspecteur général. Et concernant le décret qui circule fixant les modalités d'attribution de grades, de reclassement et de fonctions de commandement aux ex-combattants des mouvements signataires dans les corps constitués de l'État, y compris dans les forces armées de sécurité. Oui, effectivement. Nous sommes, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans un processus de DDR. Et chaque fois que ça ne commence pas ça n'a pas commencé par notre pays. Chaque fois qu'il y a une rébellion dans un pays, il y a un processus de désarmement, démobilisation, réinsertion ou intégration qui est mis en place. C'est dans ce cadre-là que certains malins ont mis ce document sur la place publique, qui n'a pas sa place sur la place publique. C'est un document de réflexion et de travail qui permet de faire en sorte que les combattants des différents mouvements soient intégrés, et c'est un accord que nous avons signé qui dit cela, soient intégrés dans les structures de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité. Le texte auquel vous faites allusion, il s'agit en principe des anciens éléments des forces armées et de sécurité qui ont quitté pour aller rejoindre les mouvements rebelles. À leur retour, il a été dit dans l'accord qu'ils seront réintégrés au moins au grade auquel ils sont partis. Donc le décret qui est actuellement en réflexion cherche à gérer cette question pour que ces éléments qui étaient des éléments pas seulement des forces de défense et de sécurité, mais même de l'administration qui étaient partis, puissent revenir et rentrer dans le giron de la nation. Professeur Samaké, que pensez-vous de cette réintégration? Bon, elle doit se faire avec beaucoup de discernement, en tirant leçon des réintégrations passées. Ce n'est pas la première fois que le Mali vit ce processus. Après la signature du pacte national en 1991, on a connu le même processus d'intégration dans non seulement les forces de défense et de sécurité, mais dans l'administration des éléments de la seconde rébellion. Et ce dont Serge faisait tout de suite allusion, il faut pouvoir aussi, comment dirais-je, faire la différence entre le vrai et l'ivraie. Parce qu'aujourd'hui, avec le manque d'emploi, la condition étant la détention d'une arme, vu que aujourd'hui la circulation des armes... Est-il normal de réintégrer ces ex-combattants? Bon, c'est un engagement que nous avons souscrit dans l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Je voudrais quand même, sur ce plan, d'abord dire que la seule condition d'intégration, ce n'est pas l'arme. Il y a des conditions au-delà de la détention d'une arme. Quelles sont ces conditions? Vous savez, je pense que ce n'est pas forcément le thème de notre débat, mais il y a beaucoup d'autres critères qui sont exigés, qui ne sont pas seulement la détention d'une arme. D'ailleurs, on peut détenir une arme sans savoir la manipuler. D'accord, on va répondre à cet internaute qui se fait appeler son Excellence Sang, qui pose juste une question. Il nous reste juste une minute, qui pose cette question. Comment trouver une solution à la situation sécuritaire au centre et au nord du pays aujourd'hui? D'accord, mais je voudrais quand même dire deux mots. Il nous reste juste une minute. Oui, quand vous dites que est-ce qu'il faut réintégrer ces gens, oui, il faut les réintégrer dans la mesure où nous-mêmes nous sommes d'accord qu'ils sont des Maliens. Il faut les réintégrer avec les conditions qu'il faut. D'accord. Quelle solution? La solution magique pour résoudre le problème, je reprends ta question. Allez-y. Non, c'est à monsieur la solution magique pour régler le problème du nord, du centre. Ah, j'ai pas de solution magique. Moi, je crois qu'il faut un minimum de consensus national sur la question de défense, une plus grande collaboration militaro-civile. Et jusqu'à quand va-t-on vivre cette situation au Mali? Non, je suis convaincu que nous sommes en train d'aller vers la fin de ce processus. La fin prévue avec pour la quand? bonne foi et l'engagement de toutes les parties
nous atteindrons certainement le bout du tunnel. Merci, inspecteur général de police Ibrahima Diallo. Vous êtes commissaire à la réforme du secteur de la sécurité. Serge Daniel, journaliste écrivain, et professeur Mamadou Samaké, politologue. Débat réalisé et présenté par Mouhamadou Touré. Merci à Salim Diouara et à Péting et Mamadi Keita à la régie vidéo. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.